Bonsoir et bienvenue à toutes et tous à cette webconférence qui est le lancement de Septembre Turquoise pour mon réseau Cancer Gynéco et Dis-moi Santé. Et ce soir, nous avons l'extrême plaisir et honneur de recevoir le professeur Catherine Usan, qui est chef de service en des cancers gynécologiques et mammaires à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière. Bonsoir à vous, professeur Usan. Merci beaucoup d'être là pour aborder avec nous comment se préparer à cette chirurgie, où elle se positionne dans le parcours de soins, comment ça va se passer et comment s'en remettre et s'y préparer. Donc, merci infiniment. Je vais faire très, très court et je laisse la place à Laure. Alors, bonsoir à toutes, à tous aussi, parce que j'espère qu'il y a des hommes qui nous écoutent ce soir aussi pour accompagner leur compagne éventuellement touchée par ces maladies. On est très contente de pouvoir vous écouter, professeur, ce soir, parce que quand on parle de cancer gynécologique, finalement, on parle souvent de maladies qu'on connaît peu avant de tomber malade et on ne sait pas toujours ce à quoi s'attendre quand il va falloir subir une chirurgie pour soigner un cancer gynécologique qui touche bien évidemment différents organes. Et ce soir, vous allez nous éclairer, nous apporter plein d'informations pratiques pour ces différents types de cancers. Donc, merci beaucoup à vous. Donc, pour rappel, vous pouvez poser des questions dans l'onglet dédié. Donc, n'hésitez pas à les écrire tout au long de cette intervention qui va donc se décliner un peu en deux moments. Le professeur Usan va nous expliquer pas mal de choses dans un dialogue avec des slides aussi pour qu'on puisse voir des informations également. Et puis, on aura donc un deuxième temps dédié à vos questions et qui, j'espère, seront nombreuses. Bonsoir, je suis ravie d'être avec vous. Je remercie en tout cas mon réseau Cancer Gynéco Dis-moi Santé de cette possibilité d'échanger avec toutes les femmes qui sont connectées et bien sûr leurs partenaires s'ils sont là. Alors, donc on va lancer vos slides et puis démarrer l'interaction. Alors, peut-être, je lance les choses, Oriane, ou je crois que tu voulais poser la première question. Alors, OK. Déjà, la première chose, en fait, c'est que justement, quels sont, quand on parle de cancer gynécologique, finalement, quels sont ces différents cancers? Quels sont les organes? Est-ce que vous pouvez nous faire un petit rappel de commencer à l'intérieur, puisqu'on ne voit pas, contrairement au sein, par exemple, dont on parle beaucoup avec le cancer du sein, on ne voit pas, finalement, ces différents organes, on ne les connaît pas forcément si bien. Alors, du coup, on va parler d'un petit rappel anatomique, vos petits souvenirs de SVT. Il y a, pour ce qui est des cancers gynécologiques, vous allez avoir des cancers qui finalement sont assez accessibles pour le prélèvement. Là, on vous a mis une coupe de face, donc où on voit tout en bas la vulve, puis vous avez le vagin. On vous a dessiné le col avec l'endocole et l'exocole. Ces zones sont atteignables, que ce soit pas pour un test HPV, pour un frottis, pour une biopsie. Donc, c'est des zones que votre gynécologue va pouvoir voir. Pour qu'il puisse le voir, il faut qu'il puisse poser un spéculum. Et il est important de faire ce type d'examen en utilisant un spéculum. Si la maladie, donc ça, on va s'intéresser du coup au cancer du col de l'utérus. Et avant, il y a les lésions pré-néoplasiques dont on pourra parler ensuite. Vous pouvez avoir les cancers de l'intérieur de l'utérus, ce qu'on appelle l'endomètre. L'endomètre, c'est la partie interne à l'utérus. Et cette zone peut être, on peut y accéder toujours sous spéculum en mettant un petit prélèvement, un petit tube dans l'utérus et on peut même voir à l'intérieur. C'est ce qu'on appelle l'hystéroscopie qui permet de voir l'intérieur de l'utérus. Donc, pour ces deux types de cancers, en général, le symptôme, ça va être des saignements. Soit des saignements au moment des rapports, c'est au niveau du cancer du col. Alors ça, c'est quand il y a déjà un cancer qui peut saigner. Après, on peut le détecter plus petit, et ça, on en parlera, c'est grâce au test HPV. On peut aussi saigner quand il y a un cancer de l'intérieur de l'utérus, de l'endomètre. Ça, ce sont des saignements qui vont être entre les règles, qui ne sont pas rythmés par les rapports sexuels. Et puis, on va aussi parler du cancer de l'ovaire. L'ovaire est un organe profond, et la particularité du cancer de l'ovaire, c'est qu'il donne peu de symptômes. Et qu'en général, pour qu'il y ait un symptôme, il faut déjà que ce soit
un cancer dit de stade avancé, puisque à ce moment-là, on a de l'acide, on a des lésions. On expliquera après tout ça sur d'autres vues. Ou alors, parfois, ça va être découvert par hasard, par un examen d'imagerie, mais il n'y a pas de dépistage pour ce type de cancer parce que, par exemple, si on faisait des échographies systématiques, comme pourrait l'envisager un certain nombre de femmes, eh bien, le problème, c'est que ces maladies vont se développer entre les différents examens. Donc, bien comprendre qu'il y a des organes faciles, on peut facilement y accéder, et puis d'autres qui sont plus profonds et où parfois il va falloir aller jusqu'à une opération pour porter un diagnostic. Sur la partie basse, vous avez la vue de profil qui vous montre les liens étroits qui peuvent exister entre l'utérus et en avant la vessie et en arrière le rectum, ce qui peut expliquer pour des cancers de stade avancé, il puisse y avoir une atteinte de ces deux types d'organes. Très bien, merci beaucoup. Alors, comme on a un chirurgien sous la main, est-ce que vous pouvez nous expliquer quelle est la place de la chirurgie dans la prise en charge de ces cancers gynécologiques, ces différents cancers gynécologiques, s'il vous plaît, observant? Alors en fait, on va parler de ces différents cancers un peu séparément parce que c'est vraiment des chirurgies très différentes. Il faut savoir que, par exemple, pour le cancer de l'endomètre, pour une majorité de cas, on va pouvoir l'opérer par voie mini-invasive. Qu'est-ce que ça veut dire mini-invasive? Ça veut dire sans ouvrir le ventre, soit par célioscopie, soit par voie robot-assistée, sauf pour certains cas plus avancés. Inversement, le cancer de l'ovaire, à part pour les stades les plus précoces, ce qui représente moins de 20% des cas, dans la majorité des cas, on devra faire une chirurgie en ouvrant le ventre, ce qu'on appelle une laparotomie, et des chirurgies qui peuvent être assez étendues. On va le détailler ensuite, parce qu'il se trouve que dans plus de 70% des cas, quand le cancer est découvert, il est au-delà de l'ovaire, il a touché le tissu qui est tout autour, qui s'appelle le péritoine. Le péritoine, c'est cette espèce de tablier qui recouvre l'ensemble des organes. Et c'est vrai qu'il va falloir expliquer ce type de notion d'anatomie aux patients pour leur faire comprendre les choses. Pour ce qui est du cancer de col de l'utérus, eh bien, ce cancer du col, quand il est précoce, on va faire des chirurgies qui, là aussi, peuvent être par voie mini-invasive. Et inversement, quand on a un stade avancé, eh bien là, on va même plutôt ne pas opérer et faire de la radiochimiothérapie. Donc, vous voyez que selon le type de cancer, on peut avoir vraiment des modalités très différentes de chirurgie. Il y a aussi des chirurgies plus spécifiques pour le cancer de la vulve. Là, on verra s'il y a des questions, parce que c'est des choses plus rares. Dans une majorité de cas chez des femmes plus âgées. Et puis d'autres cancers, comme par exemple le cancer du vagin, où là, c'est beaucoup plus souvent de la radiothérapie que de la chirurgie. Donc, vraiment des modalités qui sont différentes selon le type de cancer. Alors, on va se concentrer peut-être dans un premier temps autour des cancers de l'ovaire. Et notamment, il y a quelque chose qui est parfois un peu surprenant, c'est que la chirurgie dans le cancer de l'ovaire, fait partie en fait du bilan diagnostique. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu ça et puis les différentes chirurgies pour ce cancer-là? Alors, tout à fait. Donc là, ce qu'il faut savoir, c'est que pour le cancer de l'ovaire, comme on a vu que c'était un organe profond, on a au départ des symptômes et une imagerie, c'est-à-dire un scanner, une échographie puis un scanner qui nous font penser à un cancer de l'ovaire. Typiquement, une patiente qui se présente avec une augmentation du volume abdominal, avec de l'eau dans le ventre, ce qu'on appelle de l'acide, et des masses sur les ovaires. Et parfois des lésions associées qu'on appelle des lésions de carcinose, c'est-à-dire des petites boules au-delà de l'ovaire. Donc, on voit la patiente, on n'a pas de preuve, parce que la preuve, c'est avoir du tissu qu'on a examiné au microscope. Donc, il faut avoir une biopsie. Autant quand on va vous opérer d'un cancer du sein, on vous a dit beaucoup de choses pour le sein avant, puisqu'on a pu biopsier le sein, autant ce n'est pas le cas le plus souvent pour l'ovaire. Alors, je mets un petit bémol parce qu'il y a des cas très particuliers chez des dames un peu fragiles à qui on va proposer d'emblée de faire la biopsie sous scanner d'une zone quand vraiment les cas sont avancés où on est sûr qu'on ne commencera pas par de la chirurgie. Mais dans la majorité des cas, on va commencer par ce qu'on appelle une célioscopie diagnostique, c'est-à-dire une chirurgie pour établir le diagnostic. Cette chirurgie, on va mettre une caméra. Donc là, les documents que je vous montre, ils sont tirés d'un document d'explication que j'ai réalisé avec le professeur Gouy à Gustave Roussy. On a fait ça ensemble avec l'aide d'un laboratoire. Et ce document, moi, je l'utilise régulièrement pour expliquer tout ça aux patients. Donc, chaque fois que je vois une patiente pour un cancer de l'ovaire, je vais lui remettre ce document. Donc, sur ce document, on explique que la chirurgie va servir à déterminer le stade du cancer et donc la stratégie à adopter. On va mettre une caméra au niveau de l'ombilic
on va faire un autre petit trou pour pouvoir mettre un instrument. Et ça va nous servir à la fois à voir l'extension, voir si ça paraît opérable et faire des biopsies qui vont permettre d'établir un diagnostic. Parfois, finalement, la chirurgie une chirurgie plus étendue peut être nécessaire. C'est-à-dire qu'une fois qu'on va avoir fait ce diagnostic avec la cystoscopie, différentes situations et différents gestes chirurgicaux peuvent être nécessaires. Est-ce que vous pouvez nous expliquer du coup les différentes situations? Alors, tout à fait. Donc, pour vous les expliquer, je vais vous montrer le plan personnalisé de soins dans notre verbiage médical. On appelle ça un PPS, donc plan personnalisé de soins. Comment est-ce que j'explique les choses aux patientes? Je leur dis que pour pouvoir porter un diagnostic, on va faire une chirurgie d'évaluation par célioscopie. Et selon l'extension de la maladie, on va décider si ça paraît trop étendu, on va commencer par une chimiothérapie. Alors, il ne faut surtout pas que les patientes pensent que ça veut dire qu'on ne peut rien faire. Hein, pas du tout. Il faut savoir qu'en France, pour les stades avancés, c'est-à-dire les patientes avec de l'acide, dans plus de 70% des cas, on va commencer par la chimiothérapie. Donc, ça ne veut pas du tout dire qu'on ne pourra pas opérer les patients. Et dans d'autres cas, la maladie, on pense qu'on peut d'emblée l'enlever complètement par chirurgie. Qu'on opère au début ou après, il faut savoir que l'objectif, c'est de pouvoir enlever toute la maladie visible. Donc, il ne faut surtout pas opérer quand on pense qu'on ne va pas pouvoir tout retirer, parce que ça, c'est source de réopération. Et cette chirurgie, c'est une chirurgie qui peut être très importante. Souvent, les patientes, elles ne comprennent pas. Elles me disent, mais j'ai un cancer de l'ovaire, vous avez qu'à m'enlever juste l'ovaire. Le problème n'est pas que l'ovaire. L'ovaire n'est jamais un souci en soi. C'est plus la carcinose qui peut s'étendre, qui peut nécessiter d'enlever des zones de péritoine étendues, qui peut nécessiter d'enlever des zones d'intestin, une portion du rectum, le tissu le long du diaphragme, la rate. Donc, vous voyez beaucoup de choses parce que la maladie peut s'étendre sous la forme de ces petites boules qu'on appelle la carcinose. Donc, c'est une chirurgie qui peut être importante, qui peut durer 4, 5, 6 heures. Et l'objectif, c'est d'enlever toute la maladie. Pour décider si on commence par la chirurgie ou la chimiothérapie, il y a évidemment les données d'extension de la maladie, mais aussi la situation de chaque patiente, son âge, son état nutritionnel. Donc, il y a plusieurs critères qui rentrent en ligne de compte et à chaque fois, on discute de ça avec les oncologues pour dire quelle est la meilleure stratégie chez les patients. Donc, sur le document que je vous montre, il y a la possibilité soit d'être sur une chirurgie première et après, on va faire la chimiothérapie. Et dans la majorité des cas, il y aura aussi des thérapies ciblées associées. Et puis, il y a la situation où on commence par la chimiothérapie et ensuite, on va réévaluer. Réévaluer, c'est d'abord cliniquement, voir que le liquide a diminué, parce que quand vous avez de l'acide, c'est-à-dire cette eau dans le ventre, au bout, chez 80% des patientes, au bout de 2 cures, déjà, l'acide a bien diminué. Donc, sans qu'on l'ait même ponctionné, l'acide va se résorber. On va aussi vérifier que le marqueur, c'est-à-dire au niveau de la prise de sang, le marqueur du cancer de l'ovaire, qui est le CA125, a diminué. Et puis, on va vérifier au scanner que les lésions diminuent. Donc, aussi bien sur le plan clinique que sur la prise de sang, que sur l'imagerie, on voit que les lésions ont diminué et que ça peut être le bon moment pour opérer. Et donc, voilà tous les éléments qui vont nous aider à nous diriger et à décider de la meilleure stratégie. Alors, on voit qu'effectivement, ces chirurgies, ça peut être quand même assez lourd. Et il y a un terme qu'on ne connaît pas beaucoup, qui pourtant est très important, c'est la notion ou les parcours de réhabilitation après chirurgie. Donc, est-ce que vous pouvez nous expliquer en fait ce concept et surtout en quoi ça consiste? Parce que l'idée, je crois, c'est que les patientes finalement traversent l'épreuve chirurgicale le mieux possible. Alors, pour vous donner le meilleur exemple pour moi, il y a une patiente que j'ai opérée il n'y a pas très longtemps et qui m'a dit, moi, j'ai bien compris tout ce que vous m'avez dit, je me suis préparée. Elle est allée chez sa sœur en Bretagne. Elle s'est préparée comme pour une épreuve sportive avec à la fois, elle s'est bien alimentée, elle a fait de l'activité physique adaptée au fait qu'elle venait de finir sa chimiothérapie. Elle s'est remplie d'ondes positives et elle est arrivée prête pour cette chirurgie. Alors, c'est un peu caricatural, mais tout ça, c'est important pour se préparer à la chirurgie. Et ce n'est pas juste des notions abstraites, ça fait partie maintenant des recommandations pour la bonne pratique dans les cancers de l'ovaire. Là, le document, la diapositive que je vous montre, les carrés en bleu, ça fait partie des recommandations françaises de l'Institut national du cancer pour se préparer à une chirurgie de l'ovaire. Donc, vous voyez qu'il est noté qu'on doit systématiquement vérifier s'il n'y a pas des carences nutritionnelles. Et il est noté, alors sans qu'il y ait une stratégie systématique, mais
Il est noté aussi qu'il va falloir surveiller spécifiquement les patientes pendant l'intervention. Il est aussi noté qu'il va falloir envisager tout ce qui concerne la réhabilitation. Alors maintenant, on dit réhabilitation après chirurgie. Avant, on disait récupération améliorée après chirurgie. Donc, je vais vous expliquer que c'est un ensemble de choses. Et c'est un ensemble de choses, notamment pour au mieux vous préparer, mais aussi mieux prendre en compte des éléments comme les douleurs post-opératoires, avec le fait que dans un certain nombre de cas, on va vous proposer une péridurale. Alors souvent, les patientes, elles me disent, mais ah bon, vous n'allez pas m'endormir? Non, c'est une péridurale en plus de l'anesthésie générale. Pourquoi? Elle va nous servir dès que vous vous réveillez, parce qu'au lieu de vous passer des produits par les veines, comme la morphine, qui, certes, vous soulage, mais aussi peut vous constiper, peut vous donner des troubles de la conscience, et bien là, le produit est directement délivré au niveau du petit bassin pour vous soulager sans avoir les effets secondaires de la morphine en intraveineux. Alors, ce n'est pas toutes les patientes qui pourront avoir une péridurale. Je le précise parce que pour certaines patientes qui sont sous anticoagulants ou qui ont eu certains problèmes de dos, on ne pourra pas le faire. Il ne faut pas qu'elles pensent que du coup, on ne pourra pas les soulager, hein, bien sûr. Mais c'est un outil qui peut être intéressant parce que ça permet aux patientes aussi, comme elles sont très bien soulagées, dès le lendemain, on se lève, dès le lendemain, on déambule, dès le lendemain, on mange. Et la reprise de l'alimentation précoce, c'est important. Avant, on avait le dogme de dire on attend que les patientes aient des gaz pour réalimenter. Là, au contraire, on sait que plus vite on vous réalimente, plus vite vous allez récupérer. Et tout ça, toute cette préparation, eh bien sûr, le chirurgien va vous l'expliquer, mais mieux qu'un chirurgien, une infirmière. C'est pour ça qu'on a aussi des consultations infirmières, pour qu'il y ait vraiment tout un temps pour vous expliquer tout ça, comment est-ce qu'on se prépare avant, mais aussi comment, et donc avec des documents qui vous expliquent comment va être la cicatrice, quels peuvent être les effets indésirables de la chirurgie, quelles peuvent être les complications et comment est-ce qu'on s'y prépare. Les risques de complications pour un cancer de l'ovaire, ça peut être une réopération. Il faut savoir qu'on peut avoir besoin de réopérer, transfusion, les risques de fistule, c'est-à-dire que quand on enlève une zone d'intestin, qu'on fait une suture sur l'intestin, il peut y avoir une fuite sur cette suture. Et s'il y a une fuite, on peut avoir besoin transitoirement de mettre l'intestin à la peau. Ça s'appelle une stomie. C'est toujours ce que les patientes craignent le plus dès qu'on a prononcé ce mot. La première question, c'est est-ce que ça va être définitif, docteur? Et on dit que dans la majorité des cas, c'est transitoire. Dans les cas où on a un fort risque d'avoir besoin d'une stomie, on va organiser une consultation avec une stomathérapeute, quelqu'un qui va vous montrer c'est comment le matériel pour la poche. Alors, c'est vrai que ces consultations, elles sont source de stress parce que les patientes se projettent tout de suite dans ce risque-là. Donc, on essaye vraiment d'adapter nos explications à ce qu'on imagine qu'on va avoir à faire, mais il faut bien savoir qu'il n'y aura que pendant l'intervention que je saurai le geste exact que j'aurai à vous faire. Alors, on explique aussi les risques de lymphocèles, de lymphœdème, ça c'est quand on doit enlever des ganglions. Et vous voyez qu'il y a tout un vocabulaire à expliquer il est important de pouvoir vous faire des schémas, d'avoir aussi, vous voyez sur le document, on laisse une case pour dire quelles sont mes questions. Donc, moi, j'explique les choses, puis je dis aux patientes, maintenant, vous listez toutes vos questions qui vont venir dans les jours suivants. Et on prévoit quelques jours après la consultation avec l'infirmière qui du coup a toutes les questions. Ça tombe bien, elle a une consultation plus longue prévue pour pouvoir reprendre tout ça et notamment aussi pouvoir finalement vous permettre un apprentissage de tout ce lexique, de tous ces termes médicaux. Mais je trouve que c'est vraiment très, très précieux juste par la notion de lexique et de mots. C'est vrai que quand on tombe malade, on ne connaît pas forcément tous les mots des soignants. Et pour bien interagir avec vous, bien vous informer, il faut qu'on ait appris tout ce lexique. Donc, c'est vraiment très étonnant. Voilà, Alpha Oriane, pardon. Et alors, du coup, quelles sont si vous avez des ressources, vous nous avez parlé de cette patiente qui était partie se faire une cure d'iode et de bonnes ondes en Bretagne. Est-ce que pour ce qu'on appelle le périopératoire, c'est-à-dire le avant, le pendant, le après, est-ce qu'il y a des petits trucs et astuces que vous pourriez ce soir partager avec nous? Parce qu'en fait, c'est ça dont les patientes ont besoin, c'est de savoir comment remettre en route ce transit, comment bien se préparer, etc. Alors, tout à fait. C'est des choses peut-être on n'y portait pas assez d'attention avant. Et vraiment, ces dernières années, c'est devenu pas juste quelque chose à la mode, vraiment quelque chose qui est considéré comme il faut systématiquement échanger là-dessus avec les patients. Alors,
Donc, sur la diapositive, je vais vous montrer ces recommandations. Donc, se préparer, c'est vérifier son état nutritionnel. Donc, c'est bien sûr au chirurgien de le faire, hein, mais au chirurgien et à l'oncologue, parce qu'on n'attend pas une semaine avant la chirurgie pour voir votre état nutritionnel. Beaucoup de patientes, au moment où elles arrivent avec de l'acide, ce n'est pas forcément que le poids, parce que comme il y a de l'eau dans le ventre, on peut avoir un poids stable et être dénutri. Donc, on a d'autres moyens, notamment avec le dosage de l'albumine, voilà, pour voir si vous êtes dénutri. Et pendant la chimiothérapie, ça peut paraître paradoxal, mais les patientes vont pouvoir aller mieux sur le plan nutritionnel. Il va falloir les accompagner pour ça, pour qu'elles arrivent en forme à la chirurgie. 7 jours avant la chirurgie, on va vous donner des compléments nutritionnels. C'est ce qu'on appelle de l'immunonutrition. Alors, les petits conseils, hein, ça s'appelle notamment, ces médicaments s'appellent Impactoral. Un petit conseil, c'est bien meilleur quand c'est conservé au frigo. Et il y a plusieurs goûts. Donc, moi, je vous conseille d'aller auprès du pharmacien. N'achetez pas pour les 7 jours. Demandez-lui s'il n'a pas des échantillons. Trouvez si vous préférez vanille, chocolat, fraise et mettez-le bien au frigo parce que c'est important d'arriver à le prendre. Il faut en prendre 3 par jour. Donc, c'est important de trouver le goût qui vous convient pour pas… Moi, j'ai des patientes qui m'ont dit c'était horrible, etc. Puis d'autres qui m'ont dit, ben voilà, le mettre au frigo, c'est une patiente qui m'a appris ça, hein, qui m'a dit c'est bien meilleur quand c'est frais. Des conseils de remise en forme, de l'activité physique adaptée. Alors, il ne s'agit pas d'aller faire un marathon, mais il s'agit de faire de l'activité qui est adaptée à vous. Dans certains cas, on pourra vous prescrire de la kinésithérapie, mais finalement, c'est des notions de bon sens, c'est-à-dire c'est vraiment, vous vous préparez à, bah voilà, on se prépare à un marathon, on se prépare à un effort physique. Il ne faut pas penser que vous êtes passif pour cette chirurgie. Nous, on fait un certain nombre de choses, mais il y a plein de choses où, je ne vais pas dire qu'ils dépendent de vous, mais où vous allez pouvoir vous aider vous-même. Dans certains cas, s'il y a un geste sur l'intestin qui est envisagé, on peut vous recommander un régime sans résidus pour éviter que les selles soient liquides quand on ouvre l'intestin. Et donc, la consultation infirmière est là pour vous aider à vous préparer à tout ça. Pendant l'intervention, il y a vraiment des recommandations spécifiques pour les anesthésistes. Hein. C'est pour ça que quand on est un centre référent, comme nous, par exemple, à la Pitié pour les cancers de l'ovaire, ce n'est pas que des chirurgiens référents. C'est aussi des anesthésistes, c'est aussi des réanimateurs, c'est aussi des stomathérapeutes, c'est aussi des oncologues habitués, c'est aussi des essais thérapeutiques. C'est tout un ensemble qui fait qu'on va être un centre expert dans le domaine. Et donc après, pourquoi la péridurale va vous permettre de bouger plus rapidement. On va vous réalimenter vite. Et on va dire aux patientes, oui, là, peut-être que là, quand vous allez manger, vous allez peut-être avoir envie de vomir. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas manger de la journée. Il faut réessayer dans 2 heures. Et il faut réessayer plusieurs fois. Alors, qu'est-ce qu'on va avoir? On va avoir à peu près un tiers des patientes qui va avoir du mal à remanger vite, qui va avoir des nausées, il va falloir arrêter. Mais quand même, on va avoir 2 tiers qui pourront le faire. Donc, il faut expliquer aux patientes qu'il faut tout essayer de manger rapidement, que pour certaines, il va falloir être plus patient, mais que pour d'autres, si ça passe, ça permet de se remettre plus vite. Se mobiliser précocement, moi je dis aux patientes, vous allez voir, je vais demander aux infirmières et aux aides-soignantes de venir vous embêter tout le temps. Et si elles ne vous embêtent pas, elles ne font pas leur job. Donc c'est important, surtout les patientes qui peuvent être, c'est normal, elles sont après la chimiothérapie, elles sont fatiguées, qui peuvent être un peu au fond de leur lit, en fait, ce n'est pas leur rendre service que de les laisser tranquilles au fond de leur lit. Bien sûr, vous allez avoir une anticoagulation, et donc il faut savoir que vous aurez des piqûres à la maison. Sachez que de fait de mâcher le chewing-gum, de mâcher un chewing-gum dans les jours qui suivent l'intervention, ça stimule l'hypersalivation et donc ça stimule la reprise du transit. Donc c'est tout bête, mais venez avec votre paquet de chewing-gum et des chewing-gums que vous aimez bien à l'hôpital. Et puis, c'est pas un détail, mais se préparer psychologiquement, voilà, c'est ce que j'appelle toutes les ondes positives. Arriver avec le fait de dire, voilà, c'est maintenant qu'on termine, qu'on va aller nettoyer, qu'on va enlever la maladie et on y va ensemble, l'équipe médicale, l'équipe paramédicale, la patiente, pour se préparer à tout ça. Merci beaucoup. Alors, ne pas bouder ses petits plaisirs et avoir ses chewing-gums préférés, ça c'est… Alors, juste quand vous parliez de se préparer, tout ce qui est nutritionnel, etc., on est bien d'accord que c'est avec l'équipe qui suit et on ne va pas voir un naturopathe, c'est vraiment l'équipe de soins oncologiques. Alors, moi, je précise qu'on est là pour ça, d'accord ? Après, moi, je pense que les patientes, c'est important parce que parfois, j'ai des patientes qui me disent, moi, mon médecin généraliste qui est naturopathe va m'aider, va m'accompagner. Tant que c'est avec et tant que c'est s'entourer de gens qui ont des conseils, parce que voilà. Mais ce qu'il ne faut surtout pas, c'est se retrouver à se restreindre là où ce n'est pas nécessaire. Moi, j'ai des patientes qui me disent,
J'ai lu qu'il fallait manger plus de viande. Alors ça, sûrement pas, parce que, alors, à part pour votre planète, bien sûr, mais enfin, la viande, c'est plutôt le moment d'en manger parce que c'est riche en fer et que vous en avez besoin. Des patients qui me disent, je bois plus de lait, je prends plus de calcium. C'est-à-dire qu'à chaque fois, il y a des interdits qui apparaissent, ou alors, encore pire, je jeûne, parce qu'il y a des études intéressantes sur le jeûne et le cancer, sûrement pas avant un cancer de l'ovaire, sûrement pas pour le cancer de l'ovaire. Donc, parlez-en toujours à votre médecin. Moi, c'est toujours du plus et jamais du moins. Et c'est important aussi voilà, on n'est pas en train de dire qu'on est les seuls intervenants, mais on est là pour échanger avec vous et on ne dit pas bah, la nutrition, c'est pas de notre fait, trouvez ça ailleurs. On est là pour vous accompagner. Merci beaucoup, c'était très intéressant et c'est vrai, Oriane, que c'est important aussi de remettre dans tout ce contexte où on est quand même en début de parcours d'un traitement avec beaucoup d'injonctions, beaucoup de gens qui nous donnent plein de conseils et parfois on s'y perd un petit peu. Donc c'est vraiment essentiel ce dialogue. Et puis cette écoute voilà, des équipes spécialisées. C'est aussi l'occasion peut-être que vous nous disiez deux mots sur justement la notion d'équipe spécialisée pour la prise en charge des cancers gynécologiques, notamment en chirurgie. Il y a eu tout un travail de fait là-dessus pour s'adresser à des équipes expertes. Et ça, peut-être qu'on pourra voir tout à l'heure s'il y a des recommandations ou d'orientation ou autre. On a fait un tour important autour des cancers de l'ovaire. Il y a aussi donc les autres cancers. Est-ce que vous pourriez nous faire donc je dirais quelques explications dédiées à la chirurgie du cancer de l'endomètre, puisque le cancer de l'endomètre, on n'en parle pas beaucoup, enfin, notamment dans la presse, où il n'y a pas de prévention possible, etc. Mais en nombre, c'est celui qui touche le plus de femmes quand même, et on a assez peu d'informations sur la chirurgie dédiée à ce cancer. Alors, qu'en est-il ? Alors, le cancer de l'endomètre, d'abord, des bonnes nouvelles. C'est un cancer qui, à l'inverse de ce que je viens de vous raconter pour l'ovaire, dans 80% des cas, est découvert à un stade précoce. Pourquoi ? Parce que quand on a un cancer de l'endomètre, dans l'immense majorité des cas, on saigne. Et comme ça touche plus souvent des patientes ménopausées, c'est quand même un signe d'alerte. Vous n'aviez plus de règles, vous vous remettez à saigner. Donc là, il faut bien garder en tête que c'est un signe qui doit toujours vous alerter. Ça ne veut pas dire à chaque fois qu'il y a un cancer, bien sûr, parce que parfois, ça va pouvoir être autre chose, mais ça nécessite qu'il y ait une prise en charge. Cette prise en charge, elle va commencer par vous examiner, et notamment de vous examiner sous spéculum. J'insiste parce que le spéculum, et c'est important de bien expliquer ce qu'il en est, c'est quelque chose qui peut être craint par un certain nombre de patientes. Il faut bien sûr accompagner dans l'examen clinique, expliquer pourquoi est-ce qu'on en a besoin, et notamment chez des patientes pour des patientes qui sont ménopausées depuis un certain temps et qui n'ont par exemple pas de rapport sexuel, il peut y avoir ce qu'on appelle une atrophie au niveau vaginal, et le spéculum peut être quelque chose qui soit plus douloureux. Alors, pourquoi est-ce qu'on pose un spéculum ? Parce que ça permet de voir le col et ça permet, notamment pour le cancer de l'endomètre, de faire des prélèvements à l'intérieur. Donc, le spéculum est indispensable pour éviter de se retrouver à faire une anesthésie générale juste pour porter un diagnostic. Donc, bien sûr qu'il faut bien l'expliquer, mais il faut expliquer pourquoi ces examens qui ne sont pas forcément très agréables vont être faits en consultation. Alors, je vais me remettre sur les diapositives. Pour le cancer de l'endomètre, eh bien, on est sur un cancer qui, dans une majorité des cas, peut être traité par voie mini-invasive parce qu'il est découvert tôt. Alors, évidemment, il va y avoir un pourcentage de cas où la maladie est plus large, où il va falloir ouvrir le ventre, c'est-à-dire faire une laparotomie, mais dans une majorité des cas, et d'ailleurs, c'est un critère pour considérer qu'un centre est un centre expert, c'est qu'il fasse au moins 70% des cancers de l'endomètre par voie mini-invasive. Alors, voie mini-invasive, ça peut être par célioscopie, ça peut être par voie robot-assistée. Là, je vous ai mis une image du robot le plus utilisé actuellement. Et on va enlever l'utérus et on va enlever le premier relais ganglionnaire. Alors, le ganglion sentinelle, en général, vous en entendez parler plus pour le cancer du sein, mais c'est aussi le cas pour le cancer de l'endomètre et aussi pour le cancer du col. Et là, cette image qu'on voit, on a injecté un produit qui est vert au niveau du col, au début de l'intervention. Ce produit va migrer et avec une caméra spécifique, on va pouvoir voir un ganglion qui est vert et du coup enlever que le ganglion qui a pris le colorant. Donc ça, c'est une image de prise en charge. Voilà. Donc, ça, c'était ce que je voulais vous dire pour les cancers de l'endomètre. Et alors, du coup, pour les cancers du col, puisque là, on s'était rapproché du col avec vos images, est-ce que vous pourriez nous en parler, s'il vous plaît ? Alors, tout à fait. Je vais repasser sur les diapositives. Pour le cancer du col, un petit rappel très simple pour vous dire
que dans la majorité des cas, les cancers du col sont liés au papillomavirus. Alors attention, quand on a un papillomavirus, ça ne veut pas dire qu'on a un cancer. 80% des femmes dans leur vie vont rencontrer le papillomavirus, d'accord? Le papillomavirus, une majorité de femmes vont l'éliminer. En fait, c'est ce qu'on appelle la clairance, c'est-à-dire qu'elles vont être capables de l'éliminer et conserver ce qu'on appelle un épithélium normal. L'épithélium, c'est ce qu'on a à la surface au niveau de la zone entre l'endocole et l'exocole, à l'entrée de l'utérus, comme je vous l'avais montré sur le schéma. Quand le papillomavirus, on n'arrive pas à le nettoyer, et on n'a pas de médicaments pour ça, hein, ça dépend de l'immunité de chaque patiente. Si on ne le nettoie pas, il va pouvoir rendre au fur et à mesure les cellules anormales. Donc, on va passer de juste des cellules anormales liées à l'infection, puis les cellules vont devenir ce qu'on appelle dysplasiques. Et c'est ce qu'on appelle, et donc là, on va avoir des lésions de dysplasie qui peuvent être de bas grade ou de haut grade. Et puis, quand ça dépasse la membrane inférieure, vous voyez la partie la plus basse, eh bien, il y a une invasion et on appelle ça un carcinome. Dans la majorité des cas, pour passer d'un début d'infection à un carcinome, en moyenne, c'est 10 ans. Ce qui nous permet, grâce au dépistage, de découvrir dans une majorité des cas les lésions avant qu'il y ait un cancer. C'est pour ça qu'en France, le nombre de cancers du col n'a cessé de diminuer. C'est pour ça que le cancer du col, c'est un cancer très agressif, mais qui touche malheureusement beaucoup plus de femmes dans les pays en voie de développement actuellement, quand on regarde l'incidence globale, c'est-à-dire quand on regarde le nombre global de cancers du col. Bien sûr qu'on en a encore en France, on a environ 1200 cas par an, mais ce nombre n'a cessé de baisser grâce au dépistage. Donc, c'est pour dire que c'est très important. On verra tout à l'heure les critères, et puis on parlera aussi de l'autre outil qu'on a pour prévenir ces cancers, qui est la vaccination. Donc, une fois qu'on a vu et un peu compris quel est le déroulement pour avoir une lésion du col, eh bien, il faut savoir que le cancer du col, dans certains cas, on va avoir des lésions quand elles sont très précoces. On va pouvoir faire une chirurgie localisée sur le col, donc une chirurgie qui, là aussi, peut se faire par voie mini-invasive, donc comme je vous ai pu vous l'expliquer pour l'endomètre. Alors après, il y a eu des alertes au niveau de la voie mini-invasive pour les cancers du col, qui nécessitent d'être très précautionneux et notamment d'éviter toute contamination et se poser la question d'adapter notre technique chirurgicale pour les cancers du col de l'utérus. Quand on est sur un stade plus avancé, c'est-à-dire quand le cancer du col, c'est une grosse masse, parfois les patientes, elles viennent nous voir, on a une masse qui fait 4, 5, 6 cm avec une invasion du rectum, de la vessie, avec une extension au ganglion. Donc là, on est sur un stade avancé. Et là, je vais revenir sur les diapositives. Et bien là, le plan de soins, comme je vous avais montré tout à l'heure de l'ovaire, eh bien, on va dire aux patientes que la base du traitement, ce n'est de ne pas opérer, c'est de faire de la radiochimiothérapie, c'est-à-dire des rayons pendant 5 à 6 semaines avec une cure de chimiothérapie une fois par semaine. Et après, on va compléter par de la curithérapie, c'est-à-dire un boost de rayons qu'on va délivrer grâce à un moule qu'on aura fait exactement par rapport à votre anatomie et par rapport à ce qui reste au niveau du col, aidé d'une IRM. Et finalement, dans la majorité des cas, eh bien, avec la radiochimiothérapie et la curithérapie, on va avoir une réponse complète et à ce moment-là, on n'opérera pas. Donc, c'est très compliqué d'expliquer aux patientes, vous avez un cancer du col de l'utérus, mais je vais vous expliquer pourquoi il ne faut pas vous opérer. Parce que les patients ils disent, le plus simple, plutôt que de faire tout ça, enlevez-moi l'utérus. Il faut bien comprendre que si on enlevait, on laisserait de la maladie et que ça repousserait à ce niveau-là. Donc, on a eu des études faites sur des milliers de patientes qui nous permettent de dire que pour un cancer du col de stade avancé, on fait mieux avec la radiochimiothérapie puis curithérapie qu'avec la chirurgie, même si ces traitements-là peuvent avoir des effets secondaires. Alors justement, on va parler un petit peu des effets secondaires suite notamment à ces traitements locaux de curithérapie. Et puis après, on a une question qui est aussi un peu en lien avec le niveau, on va dire, de besoin d'aller, je dirais, bien nettoyer autour de la maladie, avec notamment le retrait des ganglions, qui peut amener certaines patientes à avoir des lymphœdèmes. Donc, est-ce que vous pouvez nous dire un peu sur ces deux champs, comment est-ce qu'on peut accompagner les patientes dans ce suivi après, en fait? Alors, tout à fait. Donc, là, ce qu'il faut comprendre,
c'est que après radiochimiothérapie et curithérapie, alors les techniques ont beaucoup évolué, donc on a pu diminuer vraiment les effets secondaires, mais il peut toujours y en avoir et on explique aux patientes. Alors on peut avoir des effets secondaires, notamment par la dose qu'il va y avoir. Il y a toujours, même s'ils centrent bien et on utilise des techniques spécifiques de radiothérapie centrée, il y a toujours une petite dose qui aura au rectum, d'où le fait qu'on puisse avoir des saignements au niveau du rectum ou une accélération du transit au niveau de la vessie, ce qui peut faire qu'on a plus souvent envie d'uriner. Et puis, on peut avoir au niveau du vagin, ça va vraiment dépendre de chaque patiente, on peut avoir une sténose au niveau du vagin, c'est-à-dire que le vagin soit plus étroit. Alors, il y a plusieurs critères qui vont impacter sur la qualité de vie sexuelle des patientes. Il y a d'abord le fait que par ce traitement de radiochimiothérapie, les ovaires sont traités aussi, donc vous êtes ménopausée. Donc, pour les patients qui sont traités jeunes, il y a l'effet de sécheresse vaginale. Il y a l'effet aussi de potentielle restriction un peu au niveau du vagin. Et puis, il y a bien sûr l'impact psychologique d'être passé par tout ça et aussi d'avoir eu des traitements avec cette sonde qu'on a mis au niveau endovaginal. C'est vrai que peut-être qu'à toute une période, on n'était pas assez sensibilisé à l'impact que c'est pour ces patientes. On vous a mis, voilà, vous retrouvez, enfin, vous avez, et c'est pour la nécessité du traitement, hein, un moule au niveau du vagin, une sonde au niveau du vagin. Voilà. Après, il faut arriver à se remettre de tout ça. Alors, sur la diapositive, j'essaye de vous montrer tout ce qu'on peut mettre en place pour vous accompagner. D'abord, être accompagné par les oncopsychologues, bien sûr, accompagné d'un sexologue. Nous avons dans le service des gynécologues qui accompagnent les patientes et qui sont formés à la sexologie. Vous pouvez vous adresser à des sexologues qui connaissent bien la question. Après, sur le côté, entre guillemets, plus mécanique, améliorer la sécheresse vaginale, les effets de la ménopause. Il faut savoir que la majorité des cancers du col ne sont pas liés à des problèmes hormonaux, donc on peut utiliser le traitement hormonal de la ménopause qu'on ne pourrait pas, par exemple, utiliser après cancer du sein ou cancer de l'ovaire pour une majorité des cas, qu'on va pouvoir, et puis pour la sécheresse, on peut utiliser des gels hormonaux ou non hormonaux, dire aux patientes qu'il faut envisager de reprendre en douceur une activité sexuelle, et puis on peut aussi utiliser des dilatateurs. Là, je vous ai mis une photo de bougie qui va vous permettre finalement aux patientes de se réapproprier leur corps, d'arriver à… Parce que c'est difficile, le premier rapport, je le dis toujours aux patientes, bien sûr qu'il peut être stressant et c'est pour ça qu'il faut, si possible, pouvoir en parler avec votre partenaire avant. Après, je précise aux patientes qu'il ne faut pas reprendre une activité sexuelle trop tôt après la curithérapie. Et qu'il y a des cas particuliers, par exemple les patientes qui ont eu le traitement d'un cancer du col avec de la curithérapie. Donc ça, c'est quand il y a chirurgie et curithérapie, ça c'est pour des cancers du col, je dirais un peu intermédiaires, pas les stades avancés, mais des stades intermédiaires où la chirurgie ne suffit pas. Eh bien, il peut y avoir une fragilité du fond vaginal et on peut avoir des patientes qui vont avoir une réouverture du fond vaginal au moment d'un rapport sexuel. Donc ça, évidemment que c'est toujours très stressant. Et donc, il faut en avoir parlé avant. Donc, il faut, avant de reprendre l'activité sexuelle, avoir été examiné pour dire oui, là, il y a une bonne cicatrisation. Vous pouvez reprendre une activité sexuelle, accompagner, aider. Et voilà, c'est comme pour tout. Il faut pouvoir en parler et le refaire, arriver à reprendre cette activité avec patience. Merci beaucoup. Alors, effectivement, c'est des questions qui sont fondamentales et dans ce programme de Septembre Turquoise, on va recevoir une sexologue gynécologue. Lundi, on pourra parler aussi des traitements oncologiques, etc. Donc, n'hésitez pas à vous inscrire aux sessions. On va vous mettre les questions. Professeur Uzan, on a aussi mis sur le chat un lien, puisque vous parliez des bougies. Donc, voilà, ce qui peuvent servir et des dilatateurs. Alors, vous avez parlé des traitements locaux. Merci beaucoup. Nous avions quand même une question de Lucie. Alors, je regarde, qui dit, parfois, dans les cancers des ovaires, on est amené à avoir en plus une chimiothérapie ou des thérapies ciblées après l'opération. Est-ce que vous pouvez nous expliquer le pourquoi, s'il vous plaît? Bien sûr. Donc, comme je vous ai dit que les cancers de l'ovaire, dans 70% des cas, ils étaient à un stade avancé. Et donc, clairement, la chirurgie ne suffit pas. Donc, c'est le plan personnalisé de soins que je vous ai montré tout à l'heure. Et je vous ai montré que d'emblée, sur ce plan-là, on marque le mot thérapie ciblée d'emblée et on marque d'emblée le mot chimiothérapie.
Dès qu'un cancer de l'ovaire est ce qu'on appelle un séreux de haut grade, c'est l'histologie la plus fréquente, dès qu'il n'est pas un stade 1, il y a besoin de chimiothérapie. Donc, c'est l'immense majorité des cancers de l'ovaire. Pourquoi? Parce que la chirurgie, elle enlève les grosses boules, mais il y a des cellules qui peuvent se disséminer. Et à l'échelle microscopique, le chirurgien ne peut pas traiter et donc on a besoin de la chimiothérapie. On a besoin en plus, et ça a été une grande révolution dans les cancers de l'ovaire, des thérapies ciblées, qui sont ce qu'on appelle des traitements d'entretien. Donc, c'est des traitements que vous allez poursuivre après la chimiothérapie et qui peuvent durer plus d'1 an. Vous reprenez votre vie habituelle, mais c'est là où vous allez être accompagné notamment par des infirmières de parcours et qui vont vous contacter régulièrement pour voir si vous prenez bien votre traitement, si vous le tolérez bien, en plus des rendez-vous réguliers avec le médecin. Et ces thérapies ciblées, finalement, elles vont être envisagées dans tous les cancers de l'ovaire de haut grade. Il y a différents types de médicaments, différents profils. Et j'en profite pour préciser que pour les cancers de l'ovaire, il y a vraiment un outil qui est de plus en plus, qui est devenu essentiel, qui est la recherche génétique, c'est-à-dire qu'au niveau de la tumeur, systématiquement, dès qu'il s'agit d'un cancer de haut grade, on va faire une analyse. Alors, c'est aussi expliqué dans le document qu'on remet aux patientes, une analyse pour voir si, à l'échelle de la cellule cancéreuse, il y a une mutation, c'est-à-dire une anomalie, et qu'on pourra spécifiquement cibler avec une thérapie ciblée. Alors, ça ne remplace pas la chimiothérapie, mais ça accompagne la chimiothérapie. Et grâce à ces traitements, on a vu vraiment vraiment des modifications dans les survies des patientes. Et cette analyse, elle est faite systématiquement au niveau du tissu qu'on a prélevé. Et si on le trouve au niveau du tissu, on ira le rechercher au niveau sanguin pour voir si vous en êtes porteuse au niveau germinal, c'est-à-dire dans les cellules que vous transmettez. Et ça peut être important pour après faire une recherche au niveau familial. Merci beaucoup. Alors du coup, professeur Lezan, je voulais vous reposer la question autour de ce qu'on appelle le lymphœdème. Certaines patientes, après leur traitement, peuvent voir apparaître, alors peut-être plus ou moins rapidement, c'est là où vous allez pouvoir nous éclairer, c'est comment est-ce qu'on s'en aperçoit, ou comment et qu'est-ce qu'on peut faire au niveau du petit bassin, au niveau de la jambe, de ce qu'on appelle un lymphœdème. Et on ne sait pas forcément ce que c'est avant l'opération. Donc, est-ce que vous pouvez nous expliquer si on peut le prévenir, comment ça se passe, comment ça se prend en charge si jamais on est concerné? Alors, le lymphœdème, il y a un certain… Alors, d'abord, on le connaît notamment pour le cancer du sein. Donc, le cancer du sein, c'est quand vous avez le bras qui gonfle. Et donc, on sait, maintenant, on a étudié que finalement, dans ce tissu, dans le fait que le bras gonfle, il y a de l'œdème, il y a de l'eau, mais il y a aussi du tissu graisseux. Et donc, c'est important de savoir qu'un élément de prévention important du lymphœdème, c'est d'éviter la prise de poids. Donc ça, c'est un élément fort. Alors, c'est vrai pour le bras, mais c'est aussi vrai pour le petit bassin. Donc, quand on enlève les ganglions, on peut avoir un gonflement au niveau des membres inférieurs et aussi au niveau de ce qu'on appelle le mont de Vénus, c'est-à-dire la zone, le pubis, au-dessus de la vulve. Donc, les patients disent, voilà, j'ai l'impression que c'est vraiment gonflé à cet endroit-là. Ça peut être localisé, ça peut être plus étendu. Il faut savoir que le lymphœdème, on ne peut pas toujours le prévenir, que c'est variable d'une patiente à l'autre. Plus on va faire des curages étendus, plus il y a des risques de lymphœdème. Et si les ganglions sont malades, il y a plus de risques de lymphœdème. Alors, une bonne nouvelle, c'est que pour les cancers de l'ovaire, on fait de moins en moins de curages. Avant, on faisait des curages systématiquement. Maintenant, les nouvelles recommandations, c'est de faire de curage que s'il y a des ganglions suspects. Donc, il y a déjà beaucoup de patientes à qui on fait moins de curages. Après, il y a encore des cas où on doit faire des curages, notamment quand il y a des ganglions suspects. Et là, dans ce qu'on peut faire en prévention, c'est de dire aux patientes de porter des bas de contention. Elles peuvent être accompagnées. Il y a des centres spécialisés, notamment le centre de Cognac-G, qui est un centre spécialisé pour la prise en charge du lymphœdème. On a des kinésithérapeutes qui sont plus particulièrement formés à la prise en charge du lymphœdème. On a une association de kinésithérapeutes qui s'appelle Mieux vivre le lymphœdème. Donc, nous, on est en contact avec eux et on va pouvoir diriger les patientes et les conseiller. Et un élément vraiment majeur, c'est de dire aux patients qu'il faut bien comprendre que quand on enlève les ganglions, on enlève comme une protection de la jambe. Ça ne veut pas dire que vous allez faire des infections, mais ça veut dire que lorsqu'on a une plaie au niveau de la peau,
une blessure au niveau de la peau, on peut plus facilement faire des infections et avec un gonflement de la jambe, ce qu'on appelle un érésipèle. Alors ça, il faut s'y préparer. Hein. Les patientes qui font facilement des érésipèles, il faut qu'elles aient, quand elles partent en vacances avec elles, les antibiotiques pour traiter l'érésipèle, parce qu'elles vont apprendre, et ça peut, quand il y en a une fois que ça survient, ça peut survenir plusieurs fois. La jambe est grosse, rouge. En général, il y a un point d'entrée. Par exemple, vous vous êtes blessé. Moi, j'ai une de mes patientes récemment, après son cancer du sein, elle allait faire de l'escalade, elle s'est complètement râpé tout le bras. Bah oui, là, derrière, il y a eu un gonflement du bras. Ou une autre patiente piquée par un moustique où elle a beaucoup, beaucoup gratté. Bah, hop, là où d'habitude, votre corps arrive à bien s'en défendre, bah là, vous faites des réactions beaucoup plus importantes. Donc, ce qui est important, c'est si on a une blessure, on désinfecte bien. Donc, ça fait de la prévention. On évite de se gratter parce qu'on a tous du staphylocoque sous les ongles. Donc, on désinfecte bien. Et si vous avez tendance à faire des érésipèles, vous demandez à votre médecin de vous prescrire des antibiotiques à l'avance. Vous connaissez les signes. Et ce qui est très important pour le lymphœdème, alors ça peut être le port de bas de contention, le port de manchon adapté, mais aussi beaucoup l'activité physique, notamment. Et donc, pour prévenir et aider, il peut y avoir aussi des cures thermales qui peuvent vous être prescrites par votre médecin et qui sont des cures thermales dites à visée dermatologique où on peut vous apprendre à prévenir les choses. Vous pouvez faire cette cure après vos traitements ou vous apprendre à vous aider lorsqu'il y a déjà des signes de lymphœdème qui apparaissent. Alors, merci beaucoup. Du coup, je mettais un peu dans le fil que sur mon réseau Cancer Gynéco, justement, on a aussi une partie annuaire où on relaie différentes associations. Il y a bien sûr Imagine, mais il y a l'Infosport qui est particulièrement engagé sur ce thème de bouger avec un lymphœdème pour se sentir mieux et l'améliorer. Et on a aussi une sorte de petit répertoire des différentes cures thermales qui ont un département prise en charge des lymphœdèmes. Il y avait peut-être une dernière question de Colette autour. En fait, parfois, ça peut être très brutal pour une femme de sentir sa libido entre guillemets disparaître. Donc, quelles sont un peu les solutions ou les propositions qu'on peut faire quand on peut se sentir très dérouté, donc soit comme femme, mais aussi avec le partenaire. Et c'est aussi l'occasion de dire qu'on a lancé une grande enquête sur les répercussions donc sur la vie intime et la sexualité des personnes. Sur nos différents réseaux, en fait. On a commencé avec mon réseau cancer colorectal et donc pendant ce mois de septembre turquoise, on propose aussi aux patients touchés par des cancers gynécologiques d'y répondre de façon à pouvoir apporter aussi différents retours de ces difficultés spécifiques. Donc, alors déjà, en parler. Conseil. En parler, c'est important. Moi, j'ai assisté à une thèse d'une collègue qui s'est intéressée à la sexualité après cancer du sein et qui disait que les 3/4 des patientes trouvaient qu'on n'en parlait pas assez. Alors après, on n'en parle pas assez, mais c'est vrai que souvent, les patientes ne nous en parlent pas forcément. Donc, c'est vrai que nous, il va falloir qu'on apprenne. On apprend à poser les questions. Alors, c'est vrai que souvent, il y a déjà plein de questions à poser aux patientes. Est-ce que ça va pour le transit? Est-ce que ça va au niveau urinaire? Est-ce que vous avez récupéré, etc. Et après, c'est une question. Alors, c'est une question qui en ouvre tout un champ de questions. Donc, c'est surtout, n'hésitez pas à en parler et à nous aussi de vous poser la question parce que après, il faut arriver à l'amener parce que parfois, certaines patientes peuvent… c'est une question un peu plus complexe. Et puis surtout, c'est une question qui n'est pas aussi mécanique que pour d'autres choses. Hein. Quand une patiente nous dit j'ai un problème de cicatrice, je dis voilà, la cicatrice, on va faire ça, ça. Quand on a une moins bonne qualité de vie sexuelle, c'est un ensemble de choses. Bien sûr qu'il peut y avoir des questions, on en a parlé tout à l'heure, purement mécaniques, comme la sécheresse vaginale ou la sténose, mais c'est un ensemble de choses. Tout ça n'est pas purement mécanique et il y a notamment l'impact sur la libido. Alors, l'impact sur la libido, il est très variable d'une patiente à l'autre, mais quand même, globalement, une majorité de patientes vont décrire des troubles de la libido après la prise en charge du cancer. On peut bien sûr le comprendre. Enfin, voilà. Moi, j'ai des patientes, quand j'essaye d'évoquer la question, elles me disent « Ah, j'ai pas la tête à ça ». Donc, je comprends que c'est pas le moment d'en parler. Mais pour d'autres patientes, ce cap n'était pas passé. Je n'ai évidemment pas un médicament magique pour la libido. Si ce n'est en parler avec son partenaire, en parler avec un sexologue et être patient et apprendre à se réapproprier son corps aussi.
Donc, arriver à vaincre certaines craintes pour pouvoir se reconcentrer sur le désir et pas juste sur la crainte de dire est-ce que ça va faire mal. Donc, c'est important. Donc, c'est vrai que c'est un ensemble de choses et qu'il ne faut pas hésiter. Il ne faut pas se dire ah, ça, c'est une femme jeune, donc je vais lui parler de sa sexualité. Il faut vraiment pouvoir en parler avec toutes les patientes. Donc, ça ne vient pas à la première consultation parce que l'idée, c'est quand même d'essayer de connaître la patiente qui est en face de nous pour savoir si c'est adapté. Et puis, ce n'est pas grave si on pose la question et que la patiente nous envoie un peu sur les roses. C'est important de ne pas hésiter à échanger là-dessus. Merci beaucoup, professeur Uzan, pour toutes ces explications claires, pratiques et sans tabou. Alors, on a parlé des traitements aujourd'hui. On est dans le cadre de Septembre Turquoise, donc le mois de sensibilisation. Est-ce que vous auriez des messages de prévention à faire passer pour en amont des cancers, un message de prévention pour tous nos auditeurs? Alors oui, je vais revenir sur les diapos. Voilà, le cancer du col, c'est un cancer qui est lié au papillomavirus. Et c'est un cancer pour lequel on a vraiment des possibilités en termes de prévention primaire, secondaire et tertiaire. Alors, qu'est-ce que ça veut dire primaire? Ça veut dire d'éviter ce qui cause le cancer, donc d'éviter d'avoir le papillomavirus. Et pour ça, on a un outil assez incroyable qui est la vaccination. Alors, la vaccination, ce n'est pas ce qui marche le mieux en France. Actuellement, on est à moins de 30% des jeunes filles qui sont en âge d'être vaccinées. Vous savez que maintenant, ça ne concerne pas que les jeunes filles, ça concerne les jeunes filles et les jeunes garçons. On a une vaccination qui va pouvoir, alors qui n'est pas faite à l'école. Certains pays ont décidé de le faire à l'école. Et il y a des pays comme l'Angleterre, on a 80% de vaccinés. En France, il faut qu'il y ait quand même une démarche des parents, même si on cherche à en parler de plus en plus à l'école, qu'il y a vraiment des travaux qui sont faits pour dire comment aller parler aux parents d'élèves, moi j'ai des collègues qui travaillent là-dessus, donc il faut qu'on s'améliore en termes d'information, mais c'est important. Autre élément aussi de la prévention primaire, il y a l'arrêt du tabac, parce que vous savez que le tabac, c'est le meilleur cofacteur pour que le papillomavirus donne des lésions au niveau du col de l'utérus. On ne s'en rend pas forcément compte, 80% des gens qui ont un cancer du poumon arrêtent de fumer. Il n'y a que 30% des femmes qui ont des dysplasies au niveau du col qui vont arrêter de fumer. Donc, ça veut dire qu'on n'explique pas assez l'impact du tabac sur les risques de cancer du col. Alors, la prévention secondaire, c'est quoi? C'est d'éviter qu'un pré-cancer devienne un cancer. Là aussi, on a un excellent outil et surtout, on a une campagne de dépistage nationale gratuite. Vous avez peut-être, certaines, vous avez reçu votre papier à la maison qui vous dit avec un petit autocollant vous disant vous pouvez aller voir votre sage-femme, votre médecin, un laboratoire ou votre gynécologue avec ce document, ce qui va vous permettre sans aucun frais d'avoir votre test HPV. C'est quoi le test HPV? Pour celles qui ont déjà eu un frottis, finalement, c'est pareil. On pose un spéculum, on met la petite brossette au niveau du col de l'utérus. Et cette brossette, avant, on faisait dessus ce qu'on appelle un frottis, c'est-à-dire chercher des cellules anormales. Maintenant, sur cette brossette, on cherche directement le virus. Donc, on fait un test HPV. Et s'il est négatif, on peut attendre 5 ans avant de le refaire. Donc, vraiment, un dépistage qui s'est simplifié grâce à ça. On est même en train de travailler pour les patients qui ne viennent pas nous voir à réfléchir à des autotests. Alors, il y a des campagnes actuellement d'autotests pour aller, entre guillemets, chercher les patientes qui ne viennent pas voir la gynécologue et peut-être qu'il va y avoir des évolutions. Et ce que je vous dis là, en vous disant il faut aller voir votre médecin, si on arrive à montrer qu'on est aussi efficace, il y a vraiment des données très intéressantes dans ce domaine-là, peut-être qu'on arrivera à plus, qu'on fera plus d'autotests. Alors là aussi, c'est important d'arrêter le tabac parce que ça permet d'éviter que le pré-cancer devienne du cancer. Et puis, la surveillance tertiaire, c'est quoi? C'est d'éviter la récidive de cancer. Pour ça, on a la surveillance, mais là aussi, je reprends mon flambeau d'arrêter de fumer, parce qu'on a des études très intéressantes qui nous ont montré que chez une dame qui a eu un cancer du col, donc le cancer est là, le fait d'avoir arrêté de fumer diminue le risque de récidive, comme on va pouvoir le voir aussi dans les cancers du poumon. Donc, il n'est jamais trop tard pour arrêter de fumer. Merci beaucoup. Et alors, un petit message peut-être sur le rythme où on doit aller consulter son gynécologue ou, le cas échéant, une sage-femme. Alors, les conseils, c'est d'aller voir votre gynécologue une fois par an.
il va vous palper les seins, il va pouvoir faire un certain nombre d'évaluations avec vous, vous examiner. Alors, il ne faut pas associer mon gynéco, le frottis. Parce qu'avant, c'était le cas, et puis donc certaines patientes, entre guillemets, étaient déçues si elles n'avaient pas un frottis à chaque consultation. Là, je vous ai montré que les modalités du dépistage évoluent et que le test HPV, il peut être fait tous les 5 ans. Alors, ça ne veut pas dire qu'il faut aller voir son gynéco que tous les 5 ans. Parce qu'il y a d'autres choses, on va vous examiner, on va vous palper le ventre, on va vous palper les seins et on va faire le point avec vous. Donc finalement, à chaque âge de la vie d'une femme, le gynécologue ou votre sage-femme ou votre généraliste formé à la gynécologie, parce qu'on a beaucoup de collègues gynécologues généralistes qui se sont formés à la gynécologie et qui en font beaucoup et très bien, vont pouvoir aborder un certain nombre de questions avec vous. Alors, on a encore quelques questions, notamment via le fil. Une question qui peut, comment dire, apporter beaucoup de gêne, je pense, pour certaines personnes qui sont concernées. Si on est une jeune femme vierge et qu'on se pose la question du suivi, d'un éventuel risque de… si on a envie de contrôler un potentiel problème gynécologique et qu'on est vierge et qu'on souhaite le rester, comment ça marche en fait? Quel est votre conseil pour ces jeunes femmes qui se posent des questions? Bien sûr. D'abord, il faut comprendre que… Alors, c'est vrai que la majorité des cancers du col, mais pas tous, la majorité sont liés au papillomavirus. Donc, c'est sûr que chez les patientes vierges, dans la majorité des cas, il n'y a pas de papillomavirus. Voilà. Ça ne veut pas dire que ça couvre tous les cancers du col. Après, il faut savoir que quand on va faire un dépistage, on ne va pas, entre guillemets, déflorer les patients, parce que c'est une question qui peut se poser. Donc, un examen gynécologique, ce n'est pas systématique. Il faut bien sûr le dire avant. D'abord parce que ça va modifier les modalités d'examen. Et donc, c'est sûr que chez une patiente vierge, on va adapter nos modalités de dépistage. Le test HPV n'est pas forcément le plus pertinent, ou en tout cas pas aussi jeune. Et on va s'adapter aussi aux symptômes. Et donc, l'examen va être adapté à la situation de chaque patient. Donc, il ne faut pas hésiter à en parler et qu'on puisse adapter l'examen gynécologique à la situation de chaque patiente. Alors, moi, j'avais une autre question. En fait, typiquement, dans les cancers du sein, professeur, on parle beaucoup de la reconstruction du sein. Je me posais la question de savoir si dans certaines situations, il y avait des démarches de reconstruction. Alors, on a moins parlé parce que c'est des situations beaucoup plus rares, mais on a quelques patientes sur mon réseau cancer gynéco concernées par des cancers de la vulve ou du vagin. Donc, certaines opérations ont pu être assez radicales. Est-ce que ça existe, les reconstructions? Est-ce que c'est les mêmes chirurgiens? Est-ce qu'on est orienté vers des spécialistes qui peuvent accompagner ces situations? Alors, ce sont des situations assez rares. Donc, il faut bien expliquer, typiquement, pour un cancer de l'ovaire, dans la majorité des cas, je commence par le cancer de l'ovaire, ça ne touche pas le vagin. Donc, je dis bien aux patients, ce n'est pas parce qu'on enlève l'utérus, en termes de votre anatomie que va percevoir votre partenaire et que vous allez percevoir, finalement, elle n'a pas changé de ce côté-là. Pour certains, dans certains cas, mais finalement, on en fait plutôt moins. Actuellement, il y avait avant, ça nous arrivait de faire pour des cancers avancés des chirurgies assez délabrantes, assez larges, et c'est des chirurgies qu'on fait de moins en moins parce qu'on a la radiochimiothérapie et finalement, c'est des gestes qu'on fait moins. Dans les cas particuliers où on en a encore besoin, il faut savoir qu'il y a par exemple dans les cas où on doit enlever une large partie du vagin, ce qu'on appelle une colpectomie. Colpectomie, c'est enlever le vagin. Une colpectomie étendue. Dans certains cas, on peut se poser la question de reconstruire le vagin, soit en utilisant ce qu'on appelle un lambeau, c'est-à-dire prendre du tissu à côté, mais c'est vrai, du muscle à côté, mais on ne va pas retrouver la même trophicité. On peut, dans certains cas, le reconstruire avec une partie de l'intestin. C'est des situations qui sont très particulières. C'est des chirurgies qu'on peut être amené à faire avec des plasticiens. Et en fait, on va pouvoir s'accompagner de chirurgiens qui font ce type de chirurgie pour d'autres indications. Typiquement, la chirurgie de construction et non pas de reconstruction vaginale s'est développée notamment beaucoup ces derniers temps pour la chirurgie des transsexuels. Donc, il y a des chirurgiens qui sont spécialisés dans ce domaine-là.
moins dans la cancérologie, mais du coup, c'est l'intérêt de pouvoir partager nos expériences. On a des chirurgiens plasticiens qui font des reconstructions du sein, mais qui, sur des indications spécifiques, vont faire des reconstructions vaginales qu'on va pouvoir discuter avec eux. J'insiste sur le fait que c'est vraiment des cas très particuliers. Une autre question qui peut se poser, c'est celle de dire « et la greffe d'utérus » chez des patientes à qui on aurait enlevé l'utérus. Très clairement, les cas actuellement de greffe d'utérus qui ont été faits, c'était plutôt chez des femmes qui sont nées sans utérus, un syndrome très particulier qui est le syndrome de Rokitansky, pas dans des contextes de patientes qui ont eu une chirurgie ou de la radiothérapie où ça rend beaucoup plus complexe d'aller opérer, et pas chez des patientes où, notamment, quand on va les mettre sous immunosuppresseurs, il y a un risque quand c'était un cancer lié au papillomavirus, par exemple. Donc, il y a pas mal de choses qui risquent, même si on ne peut jamais parier sur l'avenir, de restreindre dans ces conditions-là. Et surtout, ce qu'il faut plus se poser la question, c'est de se dire, est-ce qu'on ne peut pas être, dans les cancers plus précoces, plus conservateur? Je disais que finalement, parfois, il est plus facile de préserver que de restaurer. Donc, typiquement, pour certains cancers de l'endomètre de la femme jeune, quand il y a un désir de grossesse, on peut envisager des traitements conservateurs, quand ils sont très débutants, ces cancers, en utilisant ce qu'on appelle des macroprogestatifs. Donc, on fait une hystéroscopie, on enlève juste la partie superficielle de la lésion, et après, on va vous donner des médicaments, et ça va permettre de faire reculer la lésion, d'envisager une grossesse, mais ça repousse toujours. Donc, on sait qu'après, il faudra envisager d'enlever l'utérus, mais parfois après l'obtention de la grossesse. On a pour ça un référentiel national qui s'appelle Préfère, et où on va, chaque fois qu'on traite une patiente dans ce type-là, échanger avec eux, déclarer la patiente, c'est important, parce que ça nous permet d'avoir un registre national et de savoir exactement en France combien de patientes sont traitées et de vérifier qu'on a toujours de bons résultats avec ces techniques où on pousse un peu encore les indications pour préserver la fertilité des patients. Merci beaucoup, professeur Uzan. On a fait un peu le tour de la question qu'on vous avait posée ce soir. Merci beaucoup d'avoir répondu de façon aussi claire. Alors, je rappelle juste à nos auditeurs, auditrices, que nous avons encore 4 ateliers qui vont justement répondre à d'autres questions, les traitements d'oncologie. Vous avez parlé de se faire plaisir, donc manger autrement, et on va avoir un chef pâtissier qui va venir en binôme avec une diététicienne pour nous expliquer comment on peut se faire plaisir et maintenir justement ce que vous disiez, ce statut nutritionnel très important, mieux dormir, et un atelier également avec une sexologue, le docteur Opomorol, qui nous fera tout un topo sur la sexologie et la sexualité, l'intimité, comment être mieux dans son corps et dans sa vie intime. Donc, n'hésitez pas, on vous a remis le lien pour les prochaines webconférences sur le fil. Voilà, on vous attend nombreuses. Et un grand, grand merci, professeur Uzan. Je vous souhaite à toutes une excellente soirée et à très vite. Merci beaucoup. Merci. Et vous retrouverez les replays, bien sûr. Voilà.